Bonjour à tous, bon début de semaine. On recommence l'interview avec Benoît Serex, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de groupe au Parlement régional bruxellois et aussi bourgmestre à Woluwe-Saint-Pierre, chef de groupe pour le CDH bien sûr. On va commencer par cet aspect-là, l'aspect régional. Uber, première décision de justice, donc le tribunal de police de Bruxelles, qui confirme que conduire une voiture pour Uber, c'est bien une activité illégale. Est-ce que ça clarifie le débat ? En tout cas, c'est une décision de justice importante. Je suppose qu'il y aura un recours contre cette décision. Mais en tout cas, elle démontre qu'on ne peut pas accepter des francs-tireurs qui viennent s'installer comme ça ici à Bruxelles ou ailleurs et complètement déréguler un marché. On le voit dans le secteur des taxis, on peut le voir demain aussi dans d'autres secteurs. Il y a un certain nombre d'obligations sociales, fiscales à respecter. D'un autre côté aussi, on doit accepter que les nouvelles technologies vont faire évoluer toute une série de secteurs à l'avenir. C'est tout ce qui est l'économie participative, l'économie d'échange. Mais la loi reste la loi, y compris pour l'économie participative. Ben évidemment. Donc tout le monde doit faire face à ses obligations sociales et à ses obligations fiscales. Mais on ne peut pas non plus être fermé dans ce secteur-là, comme dans d'autres, au développement des nouvelles technologies. Alors il y a une suspension du prononcé, c'est-à-dire que la peine ne sera pas exécutée, mais il y a quand même, par contre, confiscation du véhicule. Ça va être dissuasif, à votre sens, pour tous ceux qui tentent aujourd'hui l'aventure Uber ? C'est manifestement une peine extrêmement importante. Je pense que maintenant, du côté du gouvernement bruxellois, il y a urgence à légiférer, à encadrer ce système ici à Bruxelles et peut-être aussi dans d'autres villes en Belgique. Justement, on a entendu Pascal Smet dans le journal. On sait que Pascal Smet, il était plutôt à ouvrir le jeu et il avait tendu la main à Uber lorsqu'il est arrivé dans son ministère en indiquant qu'il souhaitait l'instauration d'un dialogue. Il s'est fait taper dessus sur les doigts par les taximens qui ont organisé une manifestation. Aujourd'hui, il doit faire quoi ? Vous seriez ministre à sa place, vous faites quoi ? Je mettrais sur pied un cadre réglementaire pour encadrer cette nouvelle activité. Donc on dialogue avec Uber, on relance les discussions, on essaye de les mettre à la même table que les taximens. Mais il faut dialoguer tant avec le secteur des taxis, qui est ô combien important ici à Bruxelles, mais qui doit sans doute aussi évoluer. Les nouvelles technologies doivent peut-être aussi être plus au service de ce secteur des taxis. On essaye du côté taxi, on a lancé une plateforme. Oui, mais je pense qu'il y a encore des choses à améliorer. Je pense qu'il y a aussi une démarche client qui doit être plus importante dans secteur. On doit être un peu plus commercial ou commerçant. J'ai l'impression, et c'est ce que je dis depuis des années, je crois qu'il y a aussi, ce secteur doit aussi pouvoir se remettre en question. Et d'autre part, il faut bien organiser, réglementer ces nouvelles technologies. Et je vous le dis, qui apparaissent aujourd'hui de manière flagrante dans ce secteur de la mobilité, secteur des taxis, mais qui apparaîtront aussi dans d'autres secteurs avec la constitution de toute une série de plateformes. Et si on ne réglemente pas, on va être complètement dépassé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Uber a perdu une bataille, mais pas perdu la guerre. Et ça veut dire qu'il vaut mieux préparer le terrain et négocier avec eux. C'est ça que je dois comprendre. Mais bien entendu, je pense qu'il faut encadrer et réglementer, que ce soit là ou ailleurs. On va rester dans la mobilité. Le piétonnier au centre-ville, ville de Bruxelles, le député régional et chef de groupe que vous êtes, craint que ce soit néfaste pour le commerce ou l'activité économique ? Non, parce que d'abord, le commerce était quelque chose d'extrêmement important à Bruxelles. 100 000 emplois à Bruxelles dans le secteur du commerce, un emploi sur 7, c'est beaucoup plus qu'en Wallonie ou qu'en Flandre. Et la piétonisation, on le voit dans d'autres villes, a toujours un effet positif en matière de développement commercial. Dans toutes les grandes villes européennes, quand on a piétonisé, ça a été bon pour le commerce. Oui, et regardez à Anvers, il ne faut même pas aller plus loin. Regardez à Anvers, le maire, ça fonctionne très bien. Et dans votre crainte, c'est quoi alors ? Mais ma crainte, évidemment, c'est que ce ne se soit pas passé de manière concertée avec la région. On a une agence régionale du commerce et on travaille à la ville de Bruxelles uniquement sur les boulevards du centre. Or, ça va avoir des conséquences sur l'ensemble du commerce dans cette zone et même peut-être au-delà. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une partie des chalands, donc une partie de la clientèle qui va aller dans les boulevards du centre parce que c'est piéton et qui va quitter d'autres quartiers, c'est ça la crainte ? On risque d'avoir une duplication des enseignes, celles que vous retrouvez à la rue Neuve qui pourraient se retrouver au boulevard du centre, alors qu'on a intérêt à travailler sur une spécificité des enseignes. Il y a là toute une série de petits commerces indépendants dans les boulevards du centre, je pense aux bouquinistes. Qu'est-ce qu'on va faire pour les accompagner ? Est-ce qu'il y aura encore une place pour le secteur Horeca de qualité ? On sait que dans les piétonniers, les loyers deviennent de plus en plus élevés, donc c'est compliqué pour le secteur Horeca. Il y a toute une série de questions qu'il faut se poser, qui nécessitent une étude. Et qu'est-ce que je constate ? C'est que la ville de Bruxelles a fait appel à une étude a posteriori, alors qu'elle aurait dû le faire préalablement. Une fois que la décision était déjà prise. Une fois que la décision est déjà prise. Vous faites un petit peu le même reproche que Bessie, l'organisation des patrons bruxellois, et que Touring qui disent la ville de Bruxelles, elle tire son plan, elle s'occupe jamais de la région.
C'est ça que vous pensez aussi? Il y a manifestement dans ce dossier-là, comme sans doute dans d'autres, un manque total de coordination. Ce n'est pas moi qui le dis. Le ministre de l'économie, M. Gozouin, que j'ai interrogé, a dit qu'à Triome, et nous avons la chance d'avoir une agence régionale du commerce, il y a peu de villes qui ont ça donc, en Europe. Triome qui aide les commerçants à s'établir en région bruxelloise. Exactement, n'a pas été associé et consulté. Ouais, et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut taper sur les doigts de la majorité bruxelloise parce qu'elle va trop vite et qu'elle ne discute pas assez. Il va meilleur être pas de dire que lui, il veut avancer et que justement, il est le bourgmestre du changement. Mais je ne lui reproche pas d'avancer, mais il faut avancer de manière coordonnée parce que ça ne sert à rien de travailler sur un quartier si c'est pour déstabiliser les autres. Il faut avoir une vue d'ensemble, une vue globale. Le commerce est trop important pour ça à Bruxelles. Alors, vous êtes bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre. Le moratoire sur le survol de Bruxelles est entré en vigueur, c'était le 2 avril. On est le 4 mai. Un mois après, quel est le bilan? Le bilan du plan Galant est catastrophique. C'est le plan Galant? Oui, c'est le plan Galant, très clairement. C'est un nouveau nom, ça. En tout cas, c'est Mme Galant qui pilote ce plan. Alors, pourquoi est-ce que c'est catastrophique? D'abord, parce que la décision de justice du 31 juillet 2014, qui empêchait ce virage long à gauche, qui survolait les communes d'Oderghem, de Boisfort, d'Etterbeek, du Champ d'Oiseau chez moi, à Woluwe-Saint-Pierre, n'est certainement pas intégralement respectée. Premier élément. 2, on constate que depuis ce plan Galant, on vit l'enfer sur l'est de Bruxelles. L'enfer tant en atterrissage qu'en décollage. L'enfer, c'est un mot fort, hein? C'est un mot très fort, mais vous savez, j'ai fait des relevés au cours de ces derniers jours, et dans cette zone, on a vécu entre 300 et 340 événements sonores, c'est-à-dire plus de 75 décibels en 24 heures, et ce, sur plusieurs jours. C'est comme... Ça veut dire qu'il y a plus de 300 décollages ou atterrissages par jour pour les habitants du nord-est de Woluwe-Saint-Pierre. Il y en a même plus. Ceux que je vous cite là, les 300 à 340, ce sont ceux qui provoquent des événements sonores. C'est comme donc si vous étiez... plus de 70 décibels. Oui, plus de 75 décibels. C'est comme si vous étiez, M. Grosfilet, à 5 mètres d'une tondeuse. Ce n'est pas une tondeuse électrique. Et ça, à raison de 300 ou 340 fois par jour, en ce compris la nuit. Ouais, est-ce que c'est une situation pire que celle qu'on a connue avant le fameux plan Watley? Parce que le moratoire est censé corriger le plan Watley. Alors, c'est une situation pire, très clairement. Donc, il y a quelque chose qui a changé? Bien entendu, parce que les normes de vent, notamment en atterrissage, ne sont pas respectées par Belgocontrol, ce qui intensifie de manière totalement exagérée les atterrissages en piste 0. Ça veut dire qu'on est en train de concentrer les vols sur votre commune? On concentre les vols sur toute une série de communes, et c'est Scarbeck, c'est Woluwe-Saint-Lambert, c'est Evere, et c'est Woluwe-Saint-Pierre qui trinque. Ouais, ce sont des communes dont les bourgmestres ne sont pas libéraux, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Écoutez, j'espère qu'on n'en arrive pas à des considérations pareilles, parce que ce serait totalement lamentable. Moi, mon objectif comme bruxellois, c'est de protéger l'ensemble de la société bruxelloise, de la population bruxelloise. Et je constate que malheureusement, Mme Galant n'avance nullement sur les mesures structurelles, l'allongement de la nuit, l'allongement des pistes, la suppression à terme des vols de nuit. Tout ça, rien. Les coordinations avec les aéroports régionaux, on n'avance pas. Ouais. Au contraire. Et les avions qui n'atterrissent plus ou ne décollent plus par palier, mais avec des nouvelles procédures qui étaient censées être un peu moins bruyantes, vous le constatez ou pas? Écoutez, je ne sais pas si c'est déjà opérationnel, mais en tout cas, je n'en vois absolument pas les effets. Les habitants n'en voient pas les effets. Ouais. Par contre, ils vont bientôt voir les effets du fait que Mme Galant a accepté que DHL vienne tripler son investissement ici à Bruxelles. Vous aviez menacé d'aller en justice. Vous allez le faire ou pas? Plus que probablement, puisqu'on est en train pour l'instant... Donc les relevés que vous faites, ça va servir à ça? On fait des relevés de sonomètre, notamment sur les 4 communes que je vous ai citées. Il y en a d'autres aussi à Bruxelles, et ça nous permettra alors d'intenter une action judiciaire. Alors, j'ai beaucoup de questions Twitter, comme à chaque fois qu'on évoque le dossier avion. J'ai notamment un internaute qui demande pourquoi est-ce que vous défendez seulement les citoyens de l'Est de Woluwe-Saint-Pierre contre le bruit aérien? Mais non, ça c'est pas exact. Je défends absolument l'ensemble des citoyens. C'est la raison pour laquelle je vous dis que l'ordonnance du tribunal du 31 juillet 2014 n'est pas respectée par Mme Galant. Ça concerne tout le long virage gauche dont je vous parlais tout à l'heure, et donc notamment Oderghem, Boisfort, Etterbeek et le quartier du Champ d'Oiseau dans ma commune. Ouais, j'ai un internaute qui se fait appeler Tonnerre de Brest et qui demande si Céline Frémaux, qu'est-ce qu'elle attend pour réactiver la cessation de 2005. Donc c'est l'action en cessation environnementale. Donc c'est une procédure qui permettrait d'attaquer le fédéral. Elle doit le faire ou pas? Ah oui, elle doit le faire, très clairement, puisqu'il y a eu une décision judiciaire de la Cour d'appel en 2005
qui condamne ce survol intensif de l'Est de Bruxelles. Vous savez qu'une décision judiciaire a une durée de validité de 10 ans. Donc, elle se périmerait en juin 2015. Donc, le gouvernement bruxellois a jusqu'en juin 2015 pour resignifier cette décision et je pense qu'il doit le faire. Ouais, je repose la question. Est-ce que c'est pire qu'avant le plan Wathelet pour les habitants de Woluwe-Saint-Pierre? Alors, et si c'est pire, comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, pour une partie des habitants, et donc ceux du quartier du centre et du quartier du Champ d'Oiseau, la situation s'est améliorée, même si elle n'est pas encore complètement positive. Par contre, pour une autre partie de la commune, c'est vraiment l'enfer, c'est le chaos, et je l'explique par le non-respect, notamment par Belgocontrol, des normes de vent en matière d'atterrissage sur la 01. Alors, il nous reste moins d'une minute. Il y a eu la fameuse minute de silence au Parlement bruxellois. Vous y étiez? Oui, j'y étais, bien entendu. Ouais. Je suis chef de groupe, donc j'y suis. Alors, j'ai une question de Jérémy Togero, qui est socialiste, et qui vous demande comment ça se fait que Meinur Özdemir n'était pas là. Est-ce qu'elle reconnaît le génocide? C'est une députée de votre groupe, donc CDH. Tout à fait, mais donc la position du CDH, vous savez, est très très claire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Nous reconnaissons le génocide. Monsieur d'Allemagne a d'ailleurs déposé au Parlement fédéral une proposition de résolution dans ce sens-là. Et il n'y a pas 25 CDH, il n'y a pas 25 attitudes au CDH. Ouais. Il n'y en a qu'une et une seule. Alors tous mes députés... Est-ce que ça veut dire qu'elle va devoir être convoquée par Benoît Hutgen, comme le PS annonçait qu'il allait convoquer Mirkir? Mais ce que monsieur ne sait pas, c'est que Mme Özdemir a participé à tout le débat qui a eu lieu en fin de séance parlementaire le jour de cette fameuse minute de silence, et qu'elle ne s'est pas vantée auprès de 3 journalistes ou d'un journaliste turc, comme il y a eu 3 parlementaires socialistes qui l'ont fait, pour dire qu'ils avaient évité qu'on emploie le terme génocide. Non, je pense qu'elle a été d'une correction exemplaire dans ce dossier. Merci Benoît Sorex d'avoir été l'invité de l'interview. On se retrouve demain à 12h45 en direct pour le prochain interview politique sur Télé Bruxelles.